Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, bienvenue dans la matinale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je replace le micro correctement devant moi, pour un stream multi-TCG. On va d'abord s'intéresser à Star Wars Unlimited. J'ai fait mon premier tournoi vendredi soir et donc je voulais vous partager un petit peu le débrief de mon expérience, mon ressenti, ma decklist. Et ensuite on partira sur Ex-Altered pour renouer un petit peu avec les mécaniques d'Altered. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. J'ai l'impression que petit à petit, là, les mécaniques s'en vont loin de mon cerveau et j'aimerais bien, hop là, les récupérer, histoire de ne pas être trop, de pas être trop perdu quand Altered va sortir. Donc voilà, ce matin, vous avez compris, on parle tryhard sur Star Wars et après, on va chill tranquillou sur Altered. Comme je vous dis, ça fait un bail que j'ai pas joué. Je vais tester un nouveau deck. Donc sur Altered, on n'est pas dans le tryhard, on sera dans la découverte. On sera là pour tester le deck Muna, notamment le deck qui a perdu en finale sur le gros tournoi de Orpho. Il y a la vidéo qui est sortie sur sa chaîne. Je vous invite à aller follow, pardon. J'ai un chat dans la gorge, Nanook sort de là. Je vous invite à aller follow Orpho pour ceux qui veulent du contenu Altered et One Piece Card Game. Et ce deck Muna m'a plutôt chauffé, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Comment ça va vous? Merci à tous d'être déjà présents. Je vois qu'il y a Charles sur le chat. Big up à toi, salut Charles. Je pense que j'ai déjà dû te le dire, mais je ne sais pas si on en a reparlé depuis les 6 millions, mais gros GG évidemment pour les 6 millions qui ont été atteints par Alter TCG. C'est incroyable, on a tous hâte de recevoir le Kickstarter en juillet. Ça augure du très très bon. Merci pour le sub Alpha GG. Bienvenue à Ignis. C'est la première fois en plus, je crois, pour toi sur le chat. Donc welcome. Et puis voilà, j'attends que les gens un petit peu arrivent et ensuite on va partir dans le débrief de Star Wars Unlimited. Déjà sur le chat, qui connaît Star Wars Unlimited? Qui y a déjà joué? Qui est juste enthousiaste, curieux? Dites-moi un petit peu quel est votre sentiment. La release a été un peu postpone. En plus, du coup, ça va reward encore plus les backers. Ouais, j'ai cru comprendre que les boîtes qu'on va recevoir vont être chargées de fou. Et tant mieux, bah, je suis content, moi. Je suis content. T'as fait la paix avec Palpatine Control. Oh, j'ai affronté pendant mon tournoi Palpatine Control. Et c'était, pour le deck midrange que je jouais, vraiment difficile. J'en ai chié de fou. En plus, c'est très flavor. Palpatine, il sacrifie ses alliés. Il prend le contrôle des unités adverses, entre guillemets. Il les retourne. Hein, il en fait des traîtres. Très, très bien pensé, ce Star Wars Unlimited. J'ai dit tout le bien que j'en pensais dans le dernier podcast sur la belle carte multi-TCG, où je rentre en détail dans les mécaniques. Et ce qui fait que pour moi, Star Wars est un jeu plutôt bien designé avec des mécaniques bien pensées. Mais en plus de ça, on a un flavor de qualité, quoi. J'ai pris les decks de démarrage pour tester grâce à toi, j'adore le jeu. Hop, pardon, j'ai perdu le message. J'ai pris 3 boosters pour le fun, un Boba Fett, Hyper Space et un Dark Vador, c'est une blague. C'est une blague, KLC. En 6 boîtes, j'ai eu 2 Boba et 1 Vador, et toi en 2 boosters, t'as eu quasiment la même chose que moi. C'est délirant. Bah, GG à toi, KLC, c'est un signe, faut que tu te mettes au jeu, évidemment, quoi. J'y joue avec ma copine Grogmir qui ne connaît pas, mais tu es au bon endroit pour connaître, du coup. Venez, installez-vous, je vais vous faire découvrir ce jeu magnifique. Pas encore joué, mais il a l'air vraiment cool, ouais. Ouais, il est de plus en plus hype, on commence à avoir des ruptures de stock, les prix qui montent. C'est un peu le lot de tous les TCG à succès en ce moment, malheureusement. On pourra en discuter un petit peu d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Le jeu a l'air bien, même si Star Wars ne m'intéresse pas. Ok. J'affronte PL pour ma première ronde. Vous avez un tournoi là aujourd'hui, Aveline? Vu de loin, juste pour le moment. Ok. L'exercice de sceller pour la paix est méga dur. Ah ouais, moi j'ai les retours d'un collègue qui s'appelle Kawa, que vous connaissez peut-être parce qu'il était streamer sur la Spark TV à l'époque, donc qui est un gros joueur de Magic et qui lui, bah, du coup, s'est chauffé grave sur Star Wars et m'a dit justement que le limité était délicieux, mais vraiment délicieux. Autant moi je me suis intéressé qu'au construit, donc j'aurais absolument aucune expertise, aucune analyse, aucun ressenti à vous partager sur le limité, mais j'ai les retours de Kawa, qui est une personne à qui je fais confiance sur ses retours qualitatifs ou non d'un TCG, et s'il me dit que le limité est de bonne facture, je suis tout à fait enclin à le croire. Je commence les tournois Star Wars Unlimited tranquillou cette semaine, trop bien. Le jeu a l'air fun, mais le design visuel me rebute. Et je vais te montrer 2-3 cartes, Camus, tu vas me dire si ça te rebute encore. Pas joué, pas spécialement hypé, mais plutôt cool de voir que ça fonctionne. Ok,
Ça, moi, j'adore. Tu vois, les gens qui sont pas forcément fans, mais qui souhaitent quand même de la réussite et du bonheur aux autres. Ben, écoute, arrobase, t'as tout compris. On est tous dans cette dynamique-là, quoi. Pas de tournoi vers chez toi prévu pour l'instant. Moi non plus, j'avais pas de tournoi vers chez moi. Des fois, il faut faire un peu de route. Moi, je suis allé jouer à Marseille. C'est à peu près à 1 heure de route de chez moi. Peut-être que si tu élargis un petit peu ta zone et que tu checkes à 1 heure de chez toi, tu auras peut-être l'occasion de jouer. Après, tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire 1 heure de bagnole, mais bon, si jamais tu es vraiment très très motivé, ça peut le faire, quoi. J'ai fait jouer des gamins à mon taf, ils ont tous accroché. J'aime vraiment l'accessibilité des règles par rapport à un Magic ou un Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est assez accessible et en même temps c'est assez subtil parce que la dynamique de prise d'initiative avec le jeton, eh ben, je trouve que ça reward énormément la vision un peu macro, la stratégie que tu vas employer, garder le rythme, garder le tempo. C'est pour moi toute la saveur, c'est l'élixir de ce gameplay-là, c'est vraiment ce jeton initiative. Ça permet en plus de mitiger à fond la dynamique de play draw parce que finalement, tu peux te retrouver sur la draw, mais quand même avoir la tempo de la partie parce que tu as claim l'initiative à un bon moment. C'est des choix qui sont déterminants dans ce gameplay-là. Et honnêtement, j'ai entendu Thierry qui disait, Thierry El Grambois, un grand streamer sur Magic évidemment, pareil, son avis TCG pour moi fait sens parce que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Il disait que le gameplay de Star Wars était un peu vanille, un petit peu simpliste de ce qu'il avait testé. Et je le rejoindrai sur cet avis-là parce que c'est un jeu qui n'est pas très novateur et qui reprend des mécaniques très proches d'Hearthstone ou de Magic, quand bien même il y a quand même les deux battles et compagnie, vous avez compris. Hein. Mais voilà, il y a ce truc un peu vanille de bon, bah, tu poses tes ressources, tu as un CCM, tu as une attaque, une défense, tu attaques une base. Un peu classico, mais en fait, toute la saveur, tout ce qui rend ce gameplay tout à fait particulier et plus savoureux qu'un simple gameplay vanille, c'est ce token initiative qui, moi, à mon sens, est vraiment dynamise, rend le gameplay novateur, édulcore totalement le gameplay, quoi. Je trouve à titre personnel. Donc là où on pourrait être sur un TCG un peu simple, et c'est pas forcément un défaut d'être simple, si tu prends plaisir que tu aimes la licence et que ton TCG est simple, bonjour One Piece entre guillemets, ça veut pas dire que la compétition n'est pas rude, hein. Il y a des très bons joueurs à One Piece et le jeu peut être parfois très profond et très complexe quand on va du côté compétitif du jeu, mais je veux dire le gameplay, les mécaniques sont très accessibles et il suffit voilà, d'avoir un bon gameplay accessible et une bonne licence pour réussir aussi ton tour de force. Mais là pour le coup je trouve que Star Wars il y a ce petit truc en plus avec ce token initiative qui va vraiment, vraiment différencier les bons joueurs, quoi. J'avais pas pigé directement le coup de prise d'initiative. C'est vrai qu'en jouant, ça change la game. Mais complètement. Moi, je me suis retrouvé plein de fois dans des spots à mon premier tournoi. Je vous en reparlerai très rapidement. Où mon oppo commence. Donc, premier tour, il a 2 mana, il pose une unité. Moi, à mon tour, enfin, première phase, entre guillemets, à son tour à lui, il pose une unité à 2. Moi, j'ai 2 mana, une unité à 2 dans ma main. Et j'ai un choix qui s'offre à moi de jouer mon unité à 2 ou de claim l'initiative. Je pense que 98% des gens vont jouer leur unité à 2. Et ben, ça m'est arrivé assez régulièrement, juste de prendre l'initiative à ce spot-là. Ensuite, à mon tour 3, de faire un rampeur. Mon oppo, il est obligé de jouer quelque chose. Derrière, moi, je reprends l'initiative au tour 3 et développer à mon tour 4 mon Boba Fett qui se déployait en tant que leader avec l'initiative. Et la plupart du temps où j'ai fait ça, mes adversaires m'ont regardé avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Et genre, je pense que parfois, c'était un bon play, quoi. Et c'est giga rewardant de prendre l'avantage naturellement sur ton adversaire juste parce que t'as pris en compte la stratégie de prise d'initiative vachement plus haut que le simple fait de jouer des cartes de ta main, quoi. Donc j'ai adoré. Vous le savez, je vous en parlerai pas si j'avais pas aimé. De toute façon, je suis pas trop là pour parler des trucs que j'aime pas. Moi, je suis plutôt du genre passionné, positif et optimiste. Donc quand je vous parle d'un truc, c'est que j'aime bien, quoi. Hop là, j'essaye de vous rattraper. Sentiment que je peux plus acheter de display. Bah, tu peux les acheter en anglais, mais c'est vrai qu'en français, ça devient de plus en plus compliqué, ouais. Je sais juste que c'est un nouveau TCG. Bah écoute, j'espère t'en apprendre un peu plus, Gusan17. 4 displays, t'as pas eu un boba? Ça s'entend, ça s'entend. Je trouve que c'est une réussite dans le sens où ils ont fait beaucoup de trucs nuls et beaucoup de trucs bien, mais les trucs bien arrivent à éclipser la plupart des trucs nuls, si bien que l'expérience est hyper cool. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même peu de choses nulles. Ce que je pourrais trouver de nul au global, c'est plutôt que
C'est plutôt que le gameplay est pas giga novateur, hein. Tu reprends vraiment pour moi, c'est vraiment Hearthstone sur les phases de board et compagnie. Et donc, ce qu'on peut trouver nul, c'est plutôt le manque de prise de risque dans le gameplay. Par contre, tu sens que c'est des gars qui connaissent l'univers du TCG et qui ont voulu gommer tous les défauts inhérents à d'autres TCG. La dynamique play draw avec ce jeton initiative, la non-interactivité, par exemple, d'un jeu comme l'Orcana avec la dynamique du tour partagé. Mais surtout, là où je les trouve très élégants et malins, c'est le fait que tes ressources arrivent engagées. Et le fait que toutes tes ressources arrivent engagées, ça permet de nuancer le tracking visuel, notamment à Magic, de tes bêtes qui ont la célérité ou qui ont le mal d'invocation. Et en fait, il y a plein de fois, que ce soit à l'Orcana ou à Magic, où tu poses ta créature, puis ensuite tu joues ton tour, puis ensuite tu passes en phase d'attaque, puis tu vois, notamment pour les nouveaux joueurs, tu peux oublier que ta carte, elle arrive en jeu ce tour-ci, est-ce qu'elle a la célérité, est-ce qu'elle l'a pas. Là, maintenant, on a un tracking visuel. Tes ressources, elles arrivent en jeu engagé. Donc du coup, tu sais très bien qu'à ce tour-là, ta carte, elle peut pas attaquer. Et ça paraît l'air de rien, mais quand tu t'intéresses un petit peu au TCG, que tu as un peu cette culture TCG, que tu as un peu de vision game design derrière, mais en fait, tu te rends compte que c'est juste assez malin, ça leur coûtait pas grand chose, si ce n'est de designer ta mécanique de ressources en fin de tour pour détaper ensuite au début de ton tour. Ça a demandé un rework des règles pour apporter une espèce de pureté, je trouve. De pureté c'est assez malin de traquer le mal d'invocation de cette manière-là. Ça paraît pas grand-chose, mais fallait le faire et ils l'ont fait. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement bien pensé, quoi. On a testé avec des potes vraiment cool, premier display commandé pour faire des drafts. Ça restera mon deuxième TCG et alterne le principal, mais les deux sont bangers. C'est cool. T'as un peu des dynamiques. Pour moi, Star Wars Unlimited, c'est le mix entre Hearthstone et Alter TCG. Vraiment, t'as un pont énorme entre ces deux decks. Ces deux jeux, pardon. Il y a des drafts au taf. Mon collègue a acheté 6 boîtes. Je vais aller tester limité. Ah bah, régale-toi. Il y en a tous les mardis à Montpellier, mais je dois m'occuper de mon fils de 7 mois le mardi. Je comprends, il y a des priorités, Schnour, dans la vie, évidemment. Tous les spots où tu termines premier et tu demandes la draw, c'est gros cerveau. J'essaye de vous rattraper, hein, bien sûr. L'idée, c'est aussi de partager ça avec vous. Perso, il y a un point qui me gêne sur Star Wars, la présence de 2 fils distincts, contrairement à Alter, dont on choisit l'expédition où jouer. Dans Star Wars, les terrains sont différents. Je trouve que ça rend le jeu un peu plus rigide. Tu en penses quoi? Non, moi j'aime bien, hein. En fait, encore une fois, il y a un truc aussi qui est déterminant dans un TCG, qui n'a pas de valeur compétitive et de valeur du coup mathématique dans le gameplay, mais qui a une valeur de sensation de jeu, et c'est ce qu'on appelle le flavor. Le flavor, pour le vulgariser, c'est les mécaniques que tu as imposées sur ton jeu, il faut qu'elles te donnent des sensations d'immersion dans l'univers que décline le jeu auquel tu es en train de jouer. Exemple, quand tu joues à Magic, bah, tu es un mage qui invoque des créatures pour essayer d'aller détruire le mage adverse. C'est pas le meilleur flavor, la meilleure sensation de jeu Magic. Par contre, on peut parler d'un jeu qui a un flavor très très bon, par exemple, ça serait Dragon Ball Super Card Game. En fin de jeu, tu vas comboter toute ta main pour faire ton super Kamehameha. Plus ton adversaire t'attaque, plus tu vas prendre tes points de vie, plus tu vas avoir des ressources en main. Donc plus on te tape, plus t'es fort. Quand il te reste plus beaucoup de points de vie, tu t'éveilles et tu deviens un Super Saiyan, tu deviens plus puissant. Ça, c'est du flavor. Quand tu joues une partie de Dragon Ball Super Card Game, tu as la sensation de faire un duel de Super Saiyan. Pour moi, le jeu qui a le flavor le plus exceptionnel, c'est la sensation de PVP quand tu joues à Flesh and Blood. Et ben là, je trouve que dans Star Wars, on a un flavor qui est de très très bonne qualité, notamment par cette sensation de non pas attaquer un leader, mais attaquer la base, qui est vraiment très Star Wars, développer tes unités. Tu es vraiment un leader d'armée qui en plus va se déployer au bout d'un moment pour aller impacter le champ de bataille, tel le héros ou alors le méchant dans un film, à la Dark Vador tout simplement, qui va arriver et impacter le champ de bataille. Tu déploies tes unités terrestres, mais en même temps tes unités spatiales. Les deux peuvent pas interagir les unes avec les autres. Tu vas jouer donc du coup des sorts, des événements pour influer la partie. En même temps, tu vas pouvoir claim l'initiative comme une prise de commandement. Non, le flavor de Star Wars Unlimited est délicieux, et c'est aussi parce qu'on a cette dualité de terrain. Ça n'a pas de valeur pour la pure compétition et les maths du jeu, mais ça a de la valeur pour la sensation que tu as en jouant. Donc, et ça passe par ce terrain probablement un peu rigide parce que t'as pas trop le choix, mais ça passe aussi par ce terrain dédoublé, quoi. Sur les trucs nuls, le fait de stack les compteurs damage par exemple, je trouve ça pas du tout propre. Ok, je comprends.
Quelques designs sont vraiment pas bien, genre les trucs qui regardent la main adverse. Bah, ça, c'est pas que c'est pas bien, c'est un parti pris de regarder la main de l'adversaire. Il y a des TCG qui veulent surtout pas présenter ça dans leur première mécanique, dans leur premier set, parce que ça peut rebuter un petit peu les nouveaux joueurs. Mais je suis pas spécialement choqué quand il y en a, quoi. Est-ce qu'il y aura du draft MH3 sur Arena? J'ai pas l'information, mais je serais pas étonné que ça soit le cas en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, moi, Star Wars Unlimited, je vous avoue que je regardais ça d'un œil très curieux. Vous savez, maintenant, j'essaye de traquer tous les TCG pour avoir vraiment cette ambition qu'on a avec PL de devenir des créateurs de contenu multi-TCG. Pas qu'on ait envie de se détacher de Magic, mais plutôt qu'on a envie justement d'impacter aussi sur les autres jeux. Et donc, voilà, Star Wars, je savais que ça allait arriver, j'en entendais parler un peu de loin, mais je m'étais pas spécialement penché dessus. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, ok, ça va sortir, jette un œil quand même. Ça mange pas de pain, ça fera ta culture TCG, ça te permettra d'avoir des choses à dire dans le podcast. Et encore une fois, moi j'ai toujours ce raisonnement de plus tu analyses et connais de TCG, plus ça te permet de nuancer, d'appuyer, d'affirmer, d'infirmer certaines convictions sur les TCG que tu adores. Donc ça te mange pas de pain que d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Star Wars. Et je trouve que j'ai été assez facilement piqué. En plus, il y avait énormément de contenu parce qu'il faut savoir que le jeu est annoncé depuis longtemps, les cartes sont disponibles depuis un moment, donc il y a un metagame, il y a de la compétition depuis même avant que le jeu sorte. Donc moi, en termes de l'éponge que je suis, a été capable d'engranger beaucoup de contenu pour aller voir directement un petit peu à quoi ressemblait le méta, le jeu compétitif et compagnie. Et en fait, finalement, ça a fini par un peu me piquer, à tel point que je me suis dit, ok, tu sais quoi, fais-toi plaisir, commande-toi quelques displays, prends les cartes en main, regarde un petit peu la gueule que ça a, et si jamais, une fois que tu as les cartes en main et tout, ça te parle, pousse un peu les potards, quoi. Je reçois mes displays, je partage ça avec vous, j'ouvre ça avec vous, grand plaisir évidemment. Je trouve que les cartes finalement elles sont jolies, je trouve que le foil il est plutôt bien amené, c'est assez joli globalement, ça me parle pas mal. Je suis pas un grand fan de l'univers de Star Wars, mais ça a quand même impacté ma vie. Moi j'ai grandi avec ça quand j'étais jeune et je suis plus fan de Star Wars que de Disney par exemple, et pourtant je suis très investi sur l'Orcana. Donc finalement, la licence est plus une qualité pour moi qu'un défaut. C'est pas Dragon Ball non plus, vous avez compris pour moi, mais Star Wars, ça reste quand même une licence que j'apprécie beaucoup. Je vous décline un petit peu toute mon avancée sur le jeu. Donc maintenant, un moment à partir du moment où j'ai les cartes en main, que j'ai commencé à m'intéresser au gameplay compétitif, moi vous savez, il m'en faut peu pour switcher, hein. Dès que c'est nouveau, que c'est en carton, que c'est rectangulaire, je tombe assez vite dedans. Et je me dis, ok, alors dans ce cas-là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va reprendre quelques displays, essayer de monter les decks compétitifs et au moins commencer à pousser un peu les cartes, un peu à jouer. Comme ça, au moins, tu auras une expérience totale et globale pour savoir si le jeu est plutôt sympa. J'ai donc du coup réouvert des displays, commencé à m'intéresser même un petit peu à l'aspect collection. En fait, j'ai commencé à tomber dedans sans m'en rendre compte. Et moi, je suis très comme ça, je marche un peu à la passion et je sombre assez facilement. Quand j'ai une curiosité, un nouveau truc qui me happe, j'y vais pas trop à moitié, quoi. Et donc j'ai décidé de commencer à monter les decks du metagame, à regarder pas mal de contenu compétitif, notamment des games et compagnie. Et donc j'avais une grosse analyse théorique sur le jeu, mais j'avais toujours pas joué une putain de carte, quoi. Et c'était frustrant de toujours pas avoir joué une putain de carte, juste avoir l'impression de connaître le metagame, les match-ups, savoir comment le jeu se joue, avoir même quelques subtilités de gameplay, mais ne jamais avoir joué une carte. Je me dis, c'est pas possible. Autour de moi, j'ai personne qui joue à Star Wars Unlimited. Et puis là, je vois passer sur Instagram qu'il y a un tournoi à la Crypte du Jeu. La Crypte du Jeu, c'est une boutique emblématique de Marseille pour ceux qui connaissent. Et il y a un petit. Et il y a un petit tournoi donc du coup qui se lance à la crypte du jeu. Je me dis ok, bon bah c'est à 1 heure de route, mais pourquoi pas, c'est vendredi soir, moi je suis disponible, je vais me chauffer, je vais aller faire ce tournoi là à la crypte du jeu. Donc je demande si c'est un tournoi vraiment d'initiation ou si c'est un tournoi compétitif. En gros, si tout le monde vient avec des préconstruits et que je viens avec Boba Fett, Green Midrange et que je suis le seul à avoir un deck complet, bon, je vais peut-être pas me déplacer et je vais peut-être pas être dans le bon mood, quoi. Donc je demande quand même si c'est un tournoi ou si c'est une initiation. Et il me dit non, c'est un tournoi en BO3. Alors il y aura un côté initiatique, on va sûrement rappeler les règles assez régulièrement. C'est un peu pour tester s'il y a une nouvelle communauté qui se met en place. Mais globalement, dans l'idée, c'est un tournoi, les gens auront des vrais decks. Je me dis ok,
pas de souci. J'appelle un collègue avec qui je joue à Dragon Ball Super Card Game. Je lui demande si jamais il veut m'accompagner pour tester le jeu. Il me dit oui, moi j'avais 2 decks, hein. J'ai Boba Fett Green Midrange et Sabine Green Aggro. C'était très facile de monter Sabine. Juste en ouvrant des boîtes, tu as tout le deck facilement parce que ça demande pas de légendaire. J'achète quelques cartes sur le net pour finir Boba Fett Green Midrange et je décide de partir au tournoi. Ils attendaient pas grand monde, hein, c'était vraiment un truc pour voir s'il y avait une communauté qui allait se former. Ils me disaient on sera peut-être 6 ou 8. Et finalement j'arrive, on est 12, ce qui est pas si mal, je trouve, pour un premier tournoi, sans trop savoir si tu vas avoir une communauté dessus. Et donc on arrive, on est 12, la plupart des gens ont des vrais decks, enfin ok, ça va s'annoncer comme étant un vrai tournoi, on va se taper dessus, ça fait plaisir. Euh, Je vais vous présenter maintenant la decklist que j'ai ramenée, et puis ensuite je déclinerai un petit peu ce qui s'est passé pendant le tournoi. Mais finalement, voilà, vous l'avez compris, par étape, par escalier, je me suis un peu saucé, beaucoup saucé, extrêmement saucé. Je vais faire un tournoi à 1 heure de route avec les decks compétitifs. Enfin, vous avez vu, moi je suis... quand je vais quelque part, j'y vais tout droit, je suis un peu tout chousse. Et là, je suis un peu parti tout chousse sur Star Wars Unlimited. Je crois que ça m'a embarqué. Alors, il y a un peu le truc de la nouveauté qui marche toujours très fort chez moi. Ça doit être un mécanisme de mon cerveau qui fait que j'ai des espèces de lubies, des focus d'attention spécifiques sur un nouveau domaine qui me passionne de manière vraiment vertigineuse, quoi. Et puis après, ça tend à décliner et à rester assez stable. Mais voilà, j'ai un peu ce truc de waouh, la nouveauté incroyable. Et donc, du coup, bah, sur Star Wars, ça a bien fonctionné, à tel point même que la collection, les sensations de flavor et tout m'ont même donné envie de m'intéresser à l'univers Star Wars cinématographique que j'aurais pas fait. Tu vois, par exemple, il y a des films que j'ai pas fait comme le film Han Solo, juste parce que j'avais pas forcément d'appétit pour Star Wars à ce moment-là. Je vais me refaire la dernière trilogie parce que j'en ai un très mauvais souvenir et je me dis bon, pourquoi pas aller me replonger dans cet univers-là. Je pense même me refaire la première trilogie. La prélogie, je l'ai refaite il y a quelques années, donc la prélogie, je vais la laisser passer un petit peu. Mais voilà, tout ça pour dire que ça m'a un peu remis vraiment dans la sphère Star Wars, au-delà même du TCG, et je suis plutôt content de ça. Alors, on va passer en zénithal. Je vais vous montrer donc du coup le deck avec lequel je suis parti. En regardant beaucoup de créations de contenu, notamment aux États-Unis, j'ai pu m'intéresser à quels étaient quels étaient les decks un petit peu du metagame. Il y a 4-5 decks qui sont plutôt de très bonne facture, compétitivement parlant. Tu vas avoir donc Sabine Agro, qui est le deck que j'avais prêté à mon collègue pour faire ce tournoi-là, qui est un deck agressif qui ne requiert pas de légendaire et qui est plutôt de très bonne qualité, qui va vraiment focus la base et essayer de tuer rapidement. Tu vas avoir Boba Fett Green Midrange. On dit green parce que c'est la couleur de la base qu'on va jouer, et cette base, le laboratoire de conversion d'énergie, est la meilleure base du jeu. Donc tous les leaders compétitifs qui ne sont pas verts vont jouer ce laboratoire de conversion d'énergie parce que l'impact qu'il a dans la partie est supérieur à toutes les autres bases. Donc, voilà, il y a quelques bobas jaunes qui existent pour pouvoir jouer des cartes à double jaune, mais globalement, la plupart des gens jouent la base verte. Il y a un autre deck qui est très populaire et qui avait notamment fait une super performance en plaçant 3 copies dans le top 8 du premier gros tournoi à plus de 100 joueurs en Pologne. C'est le deck Iden Versio, donc c'est bleu-vert et c'est très contrôle. Donc voilà, il y avait vraiment cette mixité d'archétypes entre aggro, midrange et contrôle qui fait plutôt plaisir. Il y a d'autres decks maintenant qui deviennent de plus en plus populaires et qui ont l'air d'avoir un petit peu d'avenir en compétitif. On a des bases Leia aggro aussi en vert-rouge, pardon, qui ont l'air de bien fonctionner. Il y a, alors je sais pas comment il s'appelle, Krennic en base contrôle aussi, qui a gagné notamment le tournoi en Pologne. Donc pour le coup, on a pas mal de possibilités. Moi, évidemment, vous me connaissez, quitte à débuter dans un jeu, quitte à tester les premières mécaniques, je préférais jouer le deck populaire avec toutes les grosses cartes et l'aspect midrange du jeu parce que c'est ce que j'aime bien faire dans les TCG, globalement, jouer midrange. Et donc, j'ai décidé de jouer Boba Fett pour vous montrer un petit peu ce que Boba Fett y fait. On a un passif leader qui dit que quand une unité ennemie quitte le jeu, on peut incliner ce leader, donc on le met comme ça, et dans ce cas, on peut redresser une ressource. Donc voilà, c'est une carte qui va nous permettre
de rejouer, enfin de jouer plus de cartes de notre main parce qu'on va être capable de redresser des ressources pour pouvoir du coup jouer plus de cartes. Ensuite, lui, quand il se déploie quand on a 5 de ressources. C'est pour ça qu'on joue vert, ça nous permet de ramper et de déployer Boba Fett plus rapidement. Il est 4-7, ce qui est plutôt très bien au tour 5, hein, honnêtement, ça met vraiment la pression et en plus on le déploie la plupart du temps au tour 4. Et la carte nous dit que quand cette unité termine une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu, cette phase redressée jusqu'à 2 ressources cette fois-ci. Donc tu peux redresser une ressource, déployer, taper, redresser 2 ressources. Tu as gagné 3 ressources dans le tour. C'est évidemment totalement fumé. Donc voilà, je voulais jouer ça. Alors malheureusement, par contre, ce deck-là, il est super cher. C'est le deck le plus cher parce qu'il demande de jouer les 2 légendaires les plus chers du jeu, que sont Boba Fett légendaire et Dark Vador. J'ai eu le temps de recevoir le Boba Fett manquant suite à mes ouvertures de boîte par la poste, mais j'ai pas eu le temps de recevoir mes Dark Vador. Donc du coup, j'ai joué un deck Boba Fett green amputé de 2 Dark Vador. Je n'avais qu'un seul Dark Vador pour mon tournoi. C'est pas très très grave pour le coup. Je pas sûr que ça soit la carte la plus déterminante du plan de jeu, même si c'est un très bon payoff de late game. Je vais vous présenter ensuite les cartes que j'ai jouées. Je prends le temps un petit peu de regarder ce que vous me dites sur le live. Évidemment, le deck midrange, la soupe. Bah oui, Charles, c'était obligé. Il fallait que j'aille là-dedans, quoi. Le top 8 est rempli de boba avec le gros tournoi à plus de 200 joueurs aux États-Unis. Ça fait peur. Ça m'étonne pas, hein, franchement. Le deck a l'air vraiment très, 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 très fort, quoi. Vador, il est pas rouge-noir. Vador, c'est le leader qui est rouge-noir, mais par contre, la carte Vador est vert-noir. Tu peux montrer le Boba et le Vador légendaire, mais je vais te les montrer tout de suite, Charles. Je vais vous présenter directement ma decklist. Enfin, ma decklist. Encore une fois, vous l'avez compris, j'ai net decké. Il y avait déjà beaucoup de ressources sur le net, beaucoup de decks compétitifs et beaucoup de reports de tournois. Donc, je suis parti sur le consensus de la liste Boba Green Midrange pour le coup. Je vous montrerai les belles cartes juste après. Avec ce deck, j'ai du mal à gérer la tempo en attaquant la base ou gérer le board. Et bien justement, c'est ça qui est super intéressant avec ce deck, c'est que tu passes ton early game à gérer le board et il y a un moment, il y a un switch, c'est à toi de le sentir, c'est en fonction de la texture de ta partie. Il y a un côté un peu intuition, je suis pas trop capable de te l'expliciter encore parce que j'ai très peu de games avec le deck, 3, c'est les 3 games que j'ai fait en tournoi, mais tu sens qu'il y a un moment où tu switches la tempo et c'est toi qui deviens l'agresseur. Mais il faut sentir à quel moment c'est le bon moment. Et j'ai l'impression que le bon moment, c'est à peu près quand tu déploies ton Boba Fett. Mais oui, c'est un deck qui est pour le coup pas facile à jouer parce qu'il a beaucoup de possibilités. Alors on va commencer ici avec notre petit ami Grido, qui lui dit qu'une fois qu'il est éliminé, vous pouvez défausser une carte de votre deck, et si c'est une unité, t'infliges de dégâts à une unité terrestre. Il tape pour 3, donc il est plutôt bien dans un spot d'agression, et en plus de ça, il peut faire de la gestion d'unités adverses. C'est plutôt pas trop mal, quoi. Effectivement, comme le dit Kawakawa, ça dépend aussi des match-ups. Contre Sabine, tu vas avoir vraiment tendance à défendre, puis switcher pour tuer. Alors que par exemple, moi j'ai eu à affronter Palpatine Control ou Dark Vador et je devais être l'agresseur direct. Je devais justement me comporter comme un deck aggro pour essayer de passer en dessous parce que j'avais pas du tout le late game. Quand tu vois le late game de Palpatine, ça joue des cartes à 10 qui détruisent ton board avec des énormes vaisseaux sentinelles. Tu ne peux rien faire, surtout quand tu joues Boba. Donc tu as intérêt à te poser en tant que deck agressif en fonction de ton metagame, quoi. Il y aura évidemment une rediff sur YouTube, Source Gold. Deuxième carte qu'on joue qui peut paraître assez mauvaise, et en fait moi je l'ai trouvée extrêmement puissante dans mes games. Il faut savoir que les tours passent vite, on monte vite en ressources. 6 ressources, c'est très simple à atteindre, surtout quand on commence avec 2. Et donc tu as le Short Trooper chevronné, qui lui est 2-3 pour 2. C'est pas des stats incroyables. Par contre, tant que tu contrôles au moins 6 ressources, elle gagne plus 2, plus 0. C'est incroyable, quoi. Ouais, t'as pas très envie que Palpatine se déploie en unité. D'ailleurs, de manière très flavor, Palpatine s'est régulièrement déployé pour piquer mon Vador. Ça m'a pas empêché de gagner, mais Palpatine qui pique ton Vador, tu dis ok, je viens de vivre un truc du film, quoi. C'est assez cool. Donc voilà, très très bonne carte qui finit par taper à 4 en late game. Et du fait que ça tape à 4 en late game, c'est ces cartes-là qui te permettent d'aller mettre les dégâts manquants sur la base de l'adversaire. Je vous ai pas dit ce que faisait la base, pardonnez-moi, et c'est une erreur, je vais vous le dire maintenant parce qu'elle est, comme le dit l'action épique, totalement épique. Cette carte-là, à n'importe quel moment dans la partie, tu peux jouer une unité qui coûte 6, alors tu dois payer son coût, hein, évidemment, 6 ou moins de ta main, et tu lui donnes embuscade pour cette phase. La capacité embuscade, c'est la capacité à ton unité de ne pas arriver engagée, mais à arriver directement dégagée, et d'aller taper
une unité adverse. Et le fait de donner embuscade à une de tes cartes, c'est déterminant notamment avec 2 cartes que vous allez utiliser tout le temps en synergie avec le laboratoire. Autre tour 2 qu'on joue pour l'early game, notre ami le contrebandier ingénieux. Il est 2-2 protégé. Du fait qu'il soit protégé avec ce petit bouclier, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de decks, notamment les decks contrôle, qui vont avoir du gestion d'early game pour éviter de prendre trop de dégâts sur leur base. Ben, lui, il dodge une gestion. Et je pense notamment il a été déterminant contre Palpatine, où lors de ma 3e game du 3e match, mon adversaire est à 1 et va gagner la partie littéralement. Il faut absolument que j'arrive juste à conserver une unité pour aller mettre mon point de damage sur sa base. J'ai pas l'initiative et il se trouve que j'ai un contrebandier qui a été posé le tour d'avant, et le fait que ce contrebandier soit protégé l'empêche totalement de pouvoir gérer mon board avant de me repasser la main, et donc du coup je peux aller mettre les 2 dégâts qui terminent notre ami Palpatine. Donc comme quoi cette carte là elle a été déterminante aussi en late game à un instant donné, quoi. Une des cartes les plus importantes du deck que vous allez vouloir garder au mulligan, c'est le technicien du super laser. C'est ce qui te permet de ramper, c'est ce qui justifie le fait de jouer vert avec Boba Fett. C'est une des cartes que vous allez beaucoup affronter dans les decks contrôle base verte, que ce soit Vador rouge-vert ou alors Palpatine. Palpatine en synergie avec technicien, c'est exceptionnel parce qu'il peut pinguer son propre technicien, se le mettre en ressources. Mettre un dégât à une unité adverse, bref, c'est assez délicieux, assez savoureux. Et cette carte-là, eh bien, je sais que les gens utilisent le laboratoire plutôt pour des cartes de mid-late game, notamment qui coûtent 5 ou 6 ressources. Et ben écoute, moi, j'ai souvent utilisé mon laboratoire pour faire technicien embuscade, je tape une de tes bêtes, je vais en ressources, et du coup, au tour 4, je pourrais déployer mon boba parce que j'ai 5 ressources. Et la plupart du temps, quand je faisais ce play, mes adversaires, ils me regardaient en mode tu veux pas attendre de jouer une grosse unité à 5 pour être plus rentable là-dessus? Et j'étais là en mode non, 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 je vais trader une de tes bêtes, générer une ressource, développer mon boba un tour plus tôt. Je pense que cette synergie-là est magnifique. Je me trompe peut-être, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Là, je vous donne pas des vérités. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus compétitifs que moi sur le jeu. Moi, je vous donne le retour d'expérience que j'ai eu à mon tournoi. J'ai très souvent utilisé mon laboratoire avec un technicien de super laser. Et ça me paraissait être de très bonne facture. Question Pim, tu préfères foil ou hyperspace? Foil, de base, et hyperspace foil pour la collection, Kawa. Mais pour jouer, foil, j'adore. Voilà. Et hyperspace pas foil, je m'en fous. Ensuite, on a notre ami Boba ici. Alors, 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que lui, il est parti dans la collection. Tant que je joue pas, il est là, le 3e. J'ai un Boba Fett Hyperspace Foil pour la collection. Je me suis fait un petit peu plaisir. Je vous montre, c'est quand même de toute beauté. Pour ceux qui veulent voir les belles cartes de collection que je reçois, je les poste sur mon Instagram, val_la belle carte. J'ai fait de très très belles photos de ce Boba Fett. Je vous laisserai aller les checker si jamais ça vous intéresse. Donc 3 Boba Fett, c'est une très très bonne carte qui notamment détruit bien les decks agressifs. D'ailleurs, Palpatine m'a joué la carte traître sur mon Boba Fett en Game 3, et donc du coup je me suis retrouvé à devoir me battre contre mon propre Boba Fett qui lui, dès qu'il déclare une attaque, va pouvoir tuer une de mes unités, et comme contre Palpatine je suis le deck agressif, j'essaye d'avoir un board qui est assez large, et en fait avoir un Boba Fett en face de moi, quand tu essayes d'être le deck agressif, un enfer. Un enfer, c'était genre vraiment fort. J'ai quand même réussi à m'en sortir, mais ouais, Boba Fett, quand tu l'as en face de toi et que tu joues aggro, c'est vraiment vénère. Il est 3-5 pour 3, le body est complètement fumé. Franchement, il est très très fort. Souvent, les gens utilisent le labo avec le vaisseau de Boba pour qu'il attaque 2 fois dans le tour. Ah, malin, tu vois. Ben ça, j'y ai même pas pensé, Kawaii. C'est un truc que je saurai pour la prochaine fois. Vous arrivez à trouver des gens pour y jouer RL. J'ai dû aller à Marseille, moi, à Coria, mais je pense que c'est le temps que le jeu finisse par se démocratiser. Donc voilà, 3 Boba, vous vous doutez bien. La carte est trop forte contre aggro et a un body décent contre contrôle. Donc c'est plutôt génial. Une des cartes qui m'a le plus impressionné, vous me direz ceux qui ont déjà joué un petit peu, c'est Bossk. J'ai trouvé toujours la carte d'excellente facture. C'est une 4-5 pour 5 qui a un très bon body, qui est embuscade, donc il va directement taper une unité adverse. Et en plus de ça, quand tu joues des événements, tu peux infliger 2 dégâts à une unité. Et donc, c'est une carte qui fait bien le ménage aussi sur le board de l'adversaire, juste par sa capacité embuscade et aussi par
par le fait de foutre de dégâts sur le board de l'adversaire. J'ai trouvé la carte vraiment, vraiment puissante. Voilà. Bossk, ça fait partie un peu des giga kiffs, quoi. Ensuite, une des cartes aussi que j'ai le plus utilisée avec notre ami Laboratoire, on le rappelle, on peut donner Embuscade et une carte qui coûte 6 ou moins. Cette carte-là, elle est 5-5 pour 5, donc elle a des stats délicieuses. Elle a le débordement, c'est le piétinement à Magic, mais surtout en attaque, si tu contrôles une unité leader, tu donnes +2/+2 à une unité amie pour cette phase. Et donc, j'ai eu très souvent le spot de, à mon tour 4 ou 5, je déploie Boba Fett. Donc du coup, sur mon board, j'ai mon unité leader. J'ai mes 5 mana, je vais faire effet laboratoire, je déploie bataillon, je lui donne embuscade, j'ai une unité leader, il se donne +2/+2, je tape une de tes unités, donc je te tape à 7 piétinements, je tue ton unité, je mets 3 ou 4 dégâts sur la base. Et à chaque fois que je faisais ça, j'avais encore Boba prêt à attaquer derrière. Mes adversaires étaient là en mode waouh, c'est trop fort. Et oui, c'est trop fort. Donc, bataillon inébranlable aussi, excellente synergie avec laboratoire de conversion d'énergie. Je pense que cette carte-là, on la joue surtout parce qu'on joue cette base-là, quoi. Ça me paraît en totale adéquation. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avec la zone d'énergie, hein. Pour le coup, j'ai eu 3 games à faire, donc j'ai pas eu le temps d'entrevoir toutes les possibilités. Par contre, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire. C'est ce que j'ai eu envie de faire dans mes games. 7, c'est Sweet Spot, ça tue Boba, Leader et Vader notamment. Ouais, c'était délicieux, quoi. Genre vraiment trop fort, quoi. Vol, tu vas me faire claquer 100 balles dans un jeu que je jouerai pas. Mais ne le fais pas. Si tu n'y joues pas, ne le fais pas, Coria. Ça n'a pas de sens. Ne faites pas ça. Du coup, mon petit Vador, j'en avais qu'un seul. Alors lui, il n'est pas déterminant dans toute la mécanique de Boba Fett, mais c'est juste une très bonne carte de base. C'est une carte qui, en mirror de midrange ou contre aggro, va clore la game quasi instantanément, qui a moins d'impact contre contrôle, en plus parce que tu peux te le faire piquer quand tu joues contre Palpatine. Par contre, la carte est vraiment fumée quand tu la joues. C'est une des rares cartes qui m'a... amener des situations où je comprenais pas ce que je devais faire dans les règles. Parce qu'en gros, tu peux embusquer, mais ensuite jouer des cartes qui ont des effets. Tu fais quel effet d'abord? D'abord embuscade, d'abord l'effet des cartes que tu vas trouver avec ton Vador. Bref, c'est un 5-7 pour 7, il a embuscade, donc il peut taper directement. Et une fois joué, tu peux chercher parmi les 10 cartes du dessus de ton deck n'importe quel nombre d'unités qui ont le sous-type Villainy, qui coûte 3 ou moins, et les jouer donc directement sur ton champ de bataille. Ça trouve le technicien, mais ça trouve surtout notre ami Boba Fett. Donc ça peut trouver des dingueries, vous vous doutez bien, tout en prenant le board avec beaucoup de statistiques. La carte est délirément puissante, mais en avoir qu'un seul, j'ai pas senti que ça me pénalisait plus que ça, quoi. Tu dois choisir l'ordre, ce sont des triggers simultanés. Ouais, c'est ce qu'on a fait Kawa Kawa TV pour le coup, mais sur le moment, quand j'ai joué la carte, je me suis dit, ah putain, tout est assez fluide, tout est assez clair, tout est écrit sur les cartes. Et au moment où je résous Vador, je me dis, ah, attends, parce que là, je peux faire des trucs selon l'ordre, tu vois. Et c'était intéressant, ouais. Ça a amené un peu de complexité sur la phase de jeu. On peut jouer un leader comme unité de base. Ouais, c'est-à-dire, en fait, quand tu déploies ton leader, il devient une unité de base, pardon. Tout à fait. Tu peux embouche d'abord, puis mettre le bouclier, ou l'inverse. Ouais, ok. Mais tu vois, ça, c'est un truc, tant que tu l'as pas, tant que tu n'as pas la mécanique sous les yeux, tu le sais pas. Du coup, pour compenser ma perte de Vador, j'ai joué un deuxième équipe de chasseurs, enfin un premier équipe de chasseurs de Prime pour avoir une carte de late game. C'est embuscade et ça permet de renvoyer un événement dans ta main. On a des événements qui sont très, très puissants. Et pour mon deuxième Vador, j'ai joué un troisième bataillon inébranlable, là où les listes n'en jouent que 2. Voilà, c'est comme ça que j'ai compensé le manque de 2 Vador par un drop 5 et un drop 6. C'était plutôt cool. On va passer maintenant aux unités. Là, on a fait toutes les unités terrestres. On va passer aux unités aériennes avec notamment cet astropilote ici. Donc, astropilote du cartel, il est de 2-3 pour 2. C'est un peu un faux drop 2, moi il m'a un peu saoulé. Tu vois, typiquement quand j'avais que lui à jouer au tour 2 et que j'avais pas l'initiative, j'ai préféré claim l'initiative plutôt que le développer. Parce qu'en fait il est de 3 pour 2, mais il a un intérêt que si tu contrôles une autre unité pour incliner les unités adverses. Donc il est très bien en mid-late game pour justement générer de la tempo favorable, mais en early game il est médiocre, quoi. Et donc du coup quand tu, au mulligan, cherches des early play, lui c'est un early play quand tu as l'initiative, mais c'est pas un early play quand tu l'as pas. À mon sens, je me trompe peut-être, c'est ce que moi j'ai fait dans mes games. Plutôt que le développer au tour 2, j'ai préféré claim l'initiative pour être capable de ramper au tour 3 et avoir l'initiative sur mon tour quand je déploie Boba.
Me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui m'a paru être le plus judicieux. Lui, par contre, il est super cool, notre ami Defender de la 7ème flotte, parce que pour 3, il a 3 de patates, mais il est protégé. Donc il arrive avec un marqueur shield. Ça a été déterminant, notamment contre notre ami Palpatine, qui essayait de détruire mes bêtes. Bah, celle-là, elle m'a permis d'aller au bout aussi sur la game 2. Ici, une concession à aggro. Il y a énormément de decks Sabine qui, eux, sont très agressifs et qui vont nous mettre énormément de dégâts sur notre base. Et donc, c'est plutôt vraiment très, très sympa de pouvoir aller se soigner avec notamment le Star Viper du consortium. Alors, lui, attention, il est quand même déterminant au fait de prendre l'initiative parce que tant que tu as l'initiative, cette unité, quand elle l'attaque, elle récupère 2 points de vie sur ta base. Si tu n'as pas l'initiative, c'est un 3-3 pour 3, il est un peu médiocre. Je pense même... J'ai pas sidé pendant le tournoi parce que j'avais l'impression que mon deck tournait correctement. Je savais pas trop comment sider. Je vous montrerai le side, mais je me suis dit, tu comprends pas encore trop quelles sont les cartes déterminantes. Engrange plusieurs games et tu sideras plus tard, c'est pas très grave. Mais cette carte-là, je pense typiquement que contre les decks contrôle que j'ai affrontés, c'est trop médiocre. J'aurais probablement voulu autre chose à la place de cette carte-là. Donc voilà, j'ai pas sidé parce que quand tu sais pas comment sider, tu vas probablement faire des bêtises. Je voulais pas détruire la consistance de mon deck de base. J'ai préféré prendre un peu d'expérience, ne pas sider. Mais cette carte-là, je pense que je la voulais pas. Une des meilleures cartes du jeu, et c'est notre ami le Fire Spray de fête, qui lui est un drop 6 qui est à 5 de patate et 6 de défense. Une fois joué, tu peux le redresser si tu contrôles un Boba ou un Django comme unité ou comme leader. Alors comme tu la joues dans ton deck Boba, elle est toujours redressée. Mais le fait qu'elle soit redressée, c'est pas comme Embuscade où tu peux taper un personnage. C'est qu'il arrive redressé où tu peux taper directement la base. Donc c'est une des meilleures cartes que j'ai eu à jouer contre les decks contrôle pour pouvoir taper dans le tour où il arrive. Et en plus de ça, tu as une action pour 2 où tu peux incliner une unité non unique. Comme j'ai pas affronté beaucoup de decks agressifs, j'ai pas eu à utiliser cette mécanique-là avec mon Fire Spray. Mais très très bonne carte évidemment, quoi. Maintenant, on a fini avec les unités aériennes. Donc, vous avez vu, on a pas mal d'unités sur le champ de bataille et pas mal d'unités aériennes. Les unités aériennes se battent entre elles, les unités sur le champ de bataille se battent entre elles. Donc, c'est important d'avoir un mix des deux pour pouvoir quand même contester les deux parties du board en fonction des decks que vous allez affronter. Maintenant, on a des événements. C'est un peu les rituels à Magic. C'est des cartes qui vont avoir des effets. Et là, moi, ça a été mon événement préféré, celui qui a eu le plus d'importance dans mes games. C'est mort, il ne sert à rien. Je sais que c'est un peu la star du draft. Lui, il dit incliner une unité, cette unité ne peut pas se redresser à ce round, y compris pendant la phase de regroupement. Ça veut dire que ça ne l'incline pas que pendant votre phase, ça l'incline aussi sur la phase suivante. Et ça, surtout, ce qui est vraiment très important, vous allez vous en rendre compte avec les événements, c'est que la plupart des événements peuvent interagir avec les unités, mais n'interagissent pas avec les leaders. Alors que ça, c'est une unité, leader ou pas leader. Mais ce qui fait que à toutes les parties où mon oppo il m'a développé un Palpatine parce que j'ai pas réussi à tuer avant, ou alors quand mon oppo m'a développé un Dark Vador parce que j'ai pas tué avant, et bah avec ça c'est tiens, pendant 2 tours ton unité elle sert à rien. C'était trop fort. Ouais, je trouve que cette carte, du fait que ce soit la seule carte qui puisse interagir avec les leaders, ça rend la carte exceptionnelle à mon sens. Ensuite on a l'attaque surprise. Elle est magnifique cette carte en plus. Donc notre petite attaque surprise là, bien foil, bien jolie. T'attaques avec une unité, elle gagne plus 3 pour cette attaque. Donc ça te permet de buff une unité et taper. Ça peut mettre les derniers points de dégâts sur une base et donc du coup être vraiment une attaque surprise. C'est là où la carte est puissante. Et ça permet aussi d'aller chercher des énormes personnages, des énormes unités. Donc pareil, carte assez classique finalement. Une carte que j'ai très peu jouée. Et je pense que c'est parce que j'ai pas affronté de deck agressif. C'est notre ami Guet-apens qui a souvent fini comme une ressource, comme une énergie. Pour 3 mana, tu renvoies dans la main de son propriétaire une unité non leader. Donc vous voyez là, c'est non leader. Je peux pas interagir avec Palpatine ou Dark Vador ou le Boba Fett de mon adversaire. Mais du coup, comme j'ai affronté pas mal de decks contrôle, qui ont plutôt des bons match-up contre Boba Fett en plus, bah du coup j'ai rarement eu envie de lui renvoyer des unités dans la main, je préférais développer du board et aller taper. Je pense que ça a plus de sens contre les decks plutôt base agressive. À voir, c'est pas la carte que j'ai le plus réussi à caler dans mon gameplay, quoi. Une des meilleures cartes,
enfin vraiment pour moi, genre peut-être même la meilleure carte, c'est réapprovisionnement. Réapprovisionnement, c'est 3 mana et ça fait Giant Gross à Magic. Pour 3 mana, tu mets cet événement en jeu en tant que ressource. Donc ça te permet dès le tour 3 d'avoir une quatrième ressource, mais c'est pas tellement pour avoir une cinquième ressource au tour 4 que c'est important pour pouvoir générer 5 mana, c'est parce que lui se déploie quand tu as 5 ressources. Donc si tu veux le déployer dès le tour 4, c'est bien d'avoir pu ramper au tour 3. C'est, je pense, la carte déterminante qui incite les gens à jouer Boba vert plutôt que Boba jaune, par exemple. Elle arrive inclinée, mais c'est pas grave, tu veux cette ressource pour le tour d'après, c'est ça que je veux dire, Friki. Euh, j'ai souvent fait quand j'étais sur la draw, je le répète, parce que quand je faisais ça, mes adversaires comprenaient pas tellement, et je pense que c'est pas trop mal. Quand j'étais sur la draw, plutôt que de jouer un tour 2, je prenais l'initiative. À mon tour 3, je faisais réapprovisionnement, mon adversaire joue un truc, je reprends l'initiative, enfin je conserve l'initiative, et ça me permet de déployer dès le tour 4 mon Boba Fett en ayant l'initiative. Et là, c'est exactement comme ça que j'ai réussi justement à conserver l'initiative et à rentrer pas mal de dégâts et à avoir une sortie qui était plutôt intéressante. Ouais, Charles, bien sûr, je le joue le 2-1, j'en ai parlé tout à l'heure, notre ami 2-1 qui rampe parce qu'il est en synergie avec ton laboratoire. Laboratoire, ça dit que tu peux jouer une unité de 6 sous moi en lui donnant embuscade. Tu fais technicien, je trade ta bête et je conserve une énergie. Et je récupère une énergie, pardon, pour libérer, développer Boba plus rapidement. Donc c'était vraiment délicieux cette mécanique sur la draw de je prends l'initiative, je rampe et je t'attaque avec Boba. Ça m'a paru déterminant. Et une des cartes que j'ai le moins jouée mais qui est une des plus fortes du jeu, bah, encore une fois, j'ai pas affronté trop de decks agressifs. Donc forcément, Barrage Dévastateur n'a pas été la carte la plus déterminante. Mais ça donne +2/+2 à une unité amie. Puis pour cette phase, tu infliges des dégâts égaux à ta puissance, répartis comme tu le veux entre n'importe quel autre nombre d'unités. Je m'en suis servi une seule fois contre Palpatine. Ça a détruit un Lord pour les soldats impériaux et une random unité qui a 3 de défense. Et ça m'a permis justement de dégager un peu son board, conserver mes unités et aller finir la base de mon oppo. Ça a l'air vraiment très très fort. Hein. Dès lors que ton adversaire il joue sur la board présence, Barrage Dévastateur, c'est tétra débile. En plus, nous, on a beaucoup d'unités qui ont beaucoup de valeur d'attaque. Donc, du coup, tu vas être capable vraiment de faire une vrasse unilatérale. Je trouve que la carte est délicieuse, délirante, même si moi, dans les faits, c'est pas celle que j'ai le plus utilisée. Donc voilà, là, vous avez mon deck Boba Fett midrange. Vous avez à peu près compris à quoi servait chacune des cartes que j'ai jouées, quelles ont été les interactions que j'ai eues avec ce deck-là. Pour mon tournoi, j'ai rencontré 3 decks différents. Le méta était assez diversifié. Il y avait beaucoup de decks Sabine parce que c'est le meilleur deck accessible pour moins de 100 €, vu que le deck ne contient aucune légendaire. Bah, tu as un deck tier 1 du format très agressif, très puissant. Donc il y avait, je crois, plus de Sabine que le reste des decks. Il n'y avait pas de Boba parce que malheureusement ça coûte trop cher d'avoir 3 Boba et 3 Vador. J'étais le seul Boba Fett. Par contre, il y avait vraiment une vraie pluralité de decks. Il y avait du Dark Vador, il y avait du Palpatine, il y avait de l'Amiral Thrawn, il y avait de la Leia, il y avait plusieurs Sabines. C'était vraiment chacun jouait un petit peu ce qu'il voulait. Quasiment tout le monde, en tout cas moi j'ai affronté que des gens qui avaient des decks construits, hein. Personne n'a joué un préconstruit et ça c'était cool. Et pour le coup, les match-ups que j'ai eu à faire, première game, j'ai affronté Dark Vador rouge, donc le leader du préconstruit qui est plutôt très fort. Je pense que c'est un bon deck tier 2, un très bon deck contrôle qui, à mon avis, a plutôt un bon match-up contre Boba. En tout cas, moi j'ai vraiment trouvé que si j'arrivais pas à clore la game rapidement, j'allais littéralement perdre la partie sur le late game, tout simplement. Donc j'ai affronté Dark Vador rouge. J'ai perdu la première game et ensuite j'ai réussi à gagner la 2 et la 3 en déployant une stratégie vraiment très agressive. En fait, sur la game 1, je me suis fait avoir parce que comme Dark Vador, c'est pas dans le tier 1, c'est plutôt dans le tier 2, c'est pas le deck que j'ai plus vu en termes de quand j'ai vraiment engrangé beaucoup de contenu et que j'ai regardé pas mal de games. J'ai vu quelques games de Vador, mais c'est pas ce que j'ai plus vu. Moi, j'ai plutôt regardé des Boba contre des Sabines contre des Hidden Versio et compagnie qui sont les decks les plus représentés.
Et donc, première game, en fait, contre Vador, je la joue à la value, en fait. Je la joue entrer dans ses unités. Je me dis, ouais, je vais essayer justement d'aller en late game, de le grinder. Mais pas du tout, pas du tout. Vador, quand il se déploie, il est 5-8. Quand il attaque, il met 2 à une de tes unités. Il a des cartes qui coûtent 9 ou 10 mana. Enfin bref, j'ai essayé de grinder l'ingrindable. Et ça, c'est... Et ça s'est très mal passé. Par contre, en game 2 et 3, j'ai décidé de prendre l'initiative le plus rapidement possible, développer le plus d'unités, taper la base, vraiment être le joueur proactif et essayer d'établir une stratégie très agressive. Et ça s'est bien passé. Deuxième affrontement, j'ai affronté Luke Skywalker. Pareil, je crois que c'est le leader du préconstruit, qui était un deck beaucoup plus midrange cette fois-ci, qui mettait des boucliers shield sur la plupart de ses unités. Donc du coup, comme il a commencé à déployer plein d'unités qui avaient toutes des boucliers, je me suis dit, oula, moi, trader ces créatures alors qu'elles ont des boucliers shield, vu que je mets pas des petits dégâts, des petits pings pour faire péter les shields et que j'ai pas de saboteur, je vais pas m'en sortir. Donc, très rapidement dans la partie, j'ai compris que, ok, son board, je vais pas pouvoir le gérer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va entamer une race, une course, et pour le coup, j'ai réussi à gagner la race. Donc j'ai juste établi un plan de jeu très agressif contre Luke. J'ai senti pareil que le late game serait probablement pas pour moi parce qu'il a plein d'unités protégées. Donc j'ai essayé de clore la game le plus rapidement possible en tapant la base. Ça s'est bien passé, j'ai gagné 2-0 dans ce match-up là. Et enfin, troisième match, on était 3-3-0. Moi j'ai affronté l'autre joueur, 3-2-0 je crois. Donc j'ai affronté l'autre joueur à 3-0 et le troisième joueur à 3-0 a affronté un joueur qui était en... Non, à 2-0. On était 3-2-0, je crois. Et donc, j'ai affronté l'autre joueur qui était à 2-0. Et il y a un joueur de 2-0 qui a affronté un deck qui était à 1-1. C'est ça. Voilà. Je crois. Et donc, l'autre deck qui était à 2-0, c'était Palpatine Control. Donc, une base verte et rouge pour ce Palpatine qui jouait en plus une base commune qui avait 32 PV. Et là, pareil, game 1, je sais pas exactement ce que va faire Palpatine parce que ça, pour le coup, c'est un deck qui est plutôt hors méta. En tout cas, moi, j'en avais pas vu dans le contenu que j'avais regardé. Donc, je sais pas si je peux le grinder, quel est son plan de jeu et tout. Donc, la game 1, pareil, je la perds en méconnaissance de match-up où, tu vois, en fait, la plupart du temps, au TCG, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis l'agresseur ou l'agressé? Et c'est pas qu'il y ait une position qui soit préférentielle, c'est juste que selon la texture de la game et l'affrontement que tu vas jouer, il y a une position dans laquelle tu dois être, ou the beatdown comme on dit à Magic, et si jamais tu te trompes, bah tu te trompes quoi. Et par exemple, avec Palpatine, bah, ce que j'ai compris que trop tard dans la game 1, c'est que le beat d'honneur, celui qui doit attaquer et être proactif, c'est moi. C'est pas Palpatine, lui, plus il attend, plus il se renforce. En late game, il déploie son Palpatine, il te pique tes unités, il joue des vaisseaux à 10, enfin bref, c'est grindable. Et donc du coup pareil en game 1 bah, j'ai fait la même erreur contre Vador, j'ai joué un peu à la value, j'ai essayé de trade ses unités, j'ai essayé tu vois d'avoir ce truc un peu en mode je vais dominer ton board. Mais pas du tout, tu domines rien du tout. Je me suis fait éclater en game 1 et pareil que comme Vador, bah, du coup j'ai compris la texture du match-up et j'ai décidé en game 2 et en game 3 de devenir un deck agressif. Et c'est ça la puissance de Boba Fett, c'est qu'il fait pas mieux que Sabine dans l'agression. Par contre, il est beaucoup mieux que Sabine dans la gestion du board. Et donc, il a cette capacité de polyvalence des decks midrange à être un midrange dynamique quand il faut passer en dessous des decks contrôle et être un midrange ressourceux quand il faut aller grinder les autres midrange ou alors temporiser les decks agressifs. Et c'est ça que j'ai adoré. Et je suis trop content d'être parti sur Boba Fett pour ma première expérience de jeu. Ça a participé au fait que j'ai kiffé. C'est que j'étais à la fois capable d'avoir cette stratégie de je vais gérer ton board, générer de la ressource, faire des trucs un peu impressionnants avec mon Boba. Et en même temps, quand j'affronte Palpatine où je sais que passer le tour 8, je vais en chier, et ben, je me suis transformé en le deck agressif. Et c'est passé, mais à chaque fois à ça. Hein. Genre, typiquement, le Palpatine sur la game 2 et la game 3, vraiment à chaque fois, je le tue au tour près sous peine de perdre la partie le tour d'après, quoi. Donc c'était giga stimulant, je me suis vraiment régalé, les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient tous adorables, tous très sympathiques, il y avait plein de decks divers et variés, je pense que c'était vraiment très cool pour un premier tournoi à 12 joueurs, c'était vraiment très 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 sympa.
J'ai pas à me plaindre, j'ai adoré le sentiment que j'ai eu pendant les games. J'ai dû me creuser un petit peu la tête. J'avais des patterns de play un petit peu sympas où tu peux taper avec ton boba, mais tu as d'abord déployé une unité. Donc, du coup, en tapant l'unité adverse, tu vas déployer 2 ressources. Mais du coup, tu te dis, attends, vu que j'affronte un deck contrôle, est-ce que je préfère mettre 4 dégâts sur sa base ou est-ce que je préfère générer 2 ressources en tapant une de ses unités? Théoriquement, vu que c'est moi qui ai le beatdown, je devrais plutôt aller gérer sa base plutôt que gérer ses unités. Mais en même temps, si je gère son unité, ça me permet de gagner 2 ressources et du coup de déployer, moi, une unité supplémentaire pour, entre guillemets, reculer, pour mieux sauter sur le tour d'après. Et tout ça, c'était des dynamiques que je trouvais déjà, en termes de rythme et de tempo de game, vachement stimulantes pour un premier jeu, pour un premier set, quoi. Je me suis creusé la tête, quoi. Je me suis creusé la tête, c'était pas du tout autopilote, c'était pas du tout auto-win. Toutes mes games, j'ai dû en chier, j'ai dû me battre pour les gagner et j'ai passé un délicieux moment, quoi. Alors, il est comment ce nouveau TCG? Bah, vraiment super cool. Écoute, pour l'instant, Imra Julan. Si jamais tu réécoutes un petit peu l'entièreté de mon débrief, tu verras que j'ai pris plutôt du plaisir. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Star Wars, pour l'instant, je suis plutôt chaud, plutôt hypé, que j'aime beaucoup la dynamique du gameplay, ce que ça amène dans les games, et à tel point que bah, finalement, j'ai commencé aussi un petit peu à récupérer des cartes de collection, avec notamment ce petit Boba Fett qui est magnifique en Hyperspace Foil. Alors malheureusement c'est mon 3e Boba, donc je vais être obligé de le jouer. Je vais probablement pas acheter un 4e Boba juste pour jouer. Mais bon, voilà, pour l'instant j'ai ce Boba Fett là. Je suis parti aussi sur un magnifique Luke Skywalker, parce que quand même, on aime bien les méchants, mais on aime bien aussi les gentils. Donc je sais pas si voilà, le focus va se faire en Hyperspace Foil. J'ai trouvé que c'était encore relativement abordable pour le type de carte de collection que ça peut être. Alors moi j'ai pris les cartes en anglais parce qu'elles coûtent moins cher et que globalement je m'en fiche un peu que mes cartes soient françaises. Donc voilà le magnifique Luke Skywalker. Mais surtout, et je le gardais pour la fin de la vidéo, le pétage de crâne ultime, ce qui fait que ça y est, je suis piqué, mordu, je suis devenu zinzin. Mon magnifique Boba Fett en showcase, qui est la showcase la plus recherchée et la plus chère du jeu. Tout simplement parce que Boba Fett, c'est un personnage qui est adoré, mais parce que c'est aussi le leader pour l'instant le plus joué du jeu, quoi. Ouais, je vous le montre, c'est quand même de toute beauté, hein. C'est vraiment magnifique. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas la DA de Star Wars Unlimited, bah vous aimez pas Star Wars, quoi. Genre, je vois pas comment tu peux pas aimer cette carte-là. Ouais, je l'ai acheté à l'unité, à très bon prix quand tu vois les prix actuels. Je l'ai acheté assez rapidement, Friki, et tant mieux pour moi. C'est vraiment très très joli, quoi. Pourquoi autant de rouge sur la carte? Je sais pas, ça lui va bien, moi je trouve. C'est fou à quel point il y a des cartes moches, mais aussi des bungers comme ça. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, il est magnifique, hein. T'as eu de la chance de l'ouvrir dans ton 2e booster. Ah, putain, mais GG à toi, Joe Mariel, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, ça clôt un petit peu pour l'instant mes péripéties sur Star Wars Unlimited, mais finalement ça a été assez rapide et assez dense, hein, parce que je me suis intéressé à ça bah, donc le 8 mars pour la sortie. Là on est le 24 mars, donc en l'espace de 2 semaines, premières ouvertures, premier intérêt pour le gameplay, premier achat de cartes, premier tournoi, première carte de collection. On est parti, là on est en roue libre, hein. On est en roue libre au total, c'est fini, quoi. Star Wars Unlimited, c'est tout droit, quoi. C'est tout droit, on est parti. Très belle carte en tout cas, c'est cool de voir que la hype prend bien. Ouais, la hype prend très bien. Maintenant, on peut parler rapidement pour clore cette vidéo des problèmes de distribution. Je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés du fait qu'il n'y ait plus de display française, en tout cas de manière très difficile. Le prix des cartes françaises a commencé à monter du fait que bah, voilà, il y a une rupture de stock fournisseur et maintenant chez les revendeurs. N'achetez pas vos cartes françaises 2 fois le prix des cartes anglaises. Je pense qu'il y aura du reprint plus tard et auquel cas, c'est pas très grave. Vous pouvez jouer en anglais. Ça enlève un peu de lisibilité et d'accessibilité au jeu, mais
Il n'y a pas de raison d'acheter un Dark Vador 70 euros quand vous pouvez l'acheter 50 euros. Je pense même que globalement, le prix des cartes de jeu risque de descendre. Peut-être pas les prix des cartes de collection, mais à la limite, on s'en fiche. Quand un TCG coûte cher pour la collection, moi, c'est pas trop mon problème. Moi, je mets toujours en avant le jeu en priorité. Si les cartes de collection elles coûtent cher, t'en as pas besoin pour jouer, c'est pas grave du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils peuvent jouer ça. Et pour l'instant, typiquement, un des meilleurs decks du format, c'est Sabine Agro. Et pour moins de 100 balles, il n'y a aucune légendaire dedans. Tu peux jouer un des meilleurs decks du format. Et ça, jusque-là, ça va plutôt très bien. Au niveau des problèmes rupture de stock et fournisseurs, je sais qu'il y a eu un communiqué de Star Wars Unlimited et notamment du coup de Fantasy Flight Game pour dire qu'il y a des reprints qui étaient prévus en anglais. Donc pour le coup, le jeu continuera à être disponible assez facilement. On n'a pas encore entendu parler du reprint français, mais j'imagine que ça finira par suivre. On sait pas tout à fait. Mais voilà, pour l'instant, le jeu est pas giga accessible en français, encore assez facilement trouvable en anglais et je vous encourage à tester, mais dépensez pas 2 fois le prix pour des cartes françaises. Si vous voulez juste jouer, achetez des cartes anglaises, ça ira très très bien. Inside Information, le succès de Star Wars Unlimited a eu un impact sur les ventes d'Altered Chasse modé, qui a eu plus confiance dans le TCG en général. Plus de confiance dans le TCG en général. Bah super, tu vois, c'est un cercle vertueux pour les 2 TCG de Asmodée qui vont finir par se rejoindre et se mêler pour créer une très belle effervescence, ça fait plaisir. C'est un jeu qui utilise énormément bien ses communes et ses Unco. Pour te donner un ordre d'idée, vraiment, Sabine, c'est un jeu qui ne joue que des communes, des Unco et des rares. Et même dans la deck list que je vous ai proposée de Boba Fett Green Midrange, il y a énormément de communes et d'Unco. Alors ça, c'est assez commun aussi, c'est facile de mettre l'accent sur ça, parce que c'est très commun sur les TCG qui émergent, hein, tous les nouveaux TCG. C'est comme le cas pour Lorcana et Flesh and Blood. Dès lors que tu n'as pas 20 ans d'âge comme Magic, tu joues beaucoup tes communes et tes Unco. Mais pour le coup, ça le fait bien, quoi. Le problème, c'est que le jeu est indispo. C'est des joueurs en moins pour le set 2 et 3. Mais justement, c'est ce que je te dis, le jeu n'est pas indisponible. Les gens pensent que le jeu est indisponible parce que malheureusement, il y a rupture de stock sur le français. Mais les cartes à l'unité sur Card Market sont tout à fait disponibles. À part les cartes de collection comme Boba Fett et Vador, le prix des cartes est vraiment, vraiment, vraiment très accessible. Et en plus de ça, rien n'empêche les gens de jouer en anglais. Mais vraiment, je vous conforte là-dessus, j'appuie. Jouer des cartes en anglais, quoi. Il n'y a aucune règle de deck building sur les raretés, Charles. Star Wars Unlimited, dans 10 ans, ça sera comme Magic, on jouera que des rares et des légendaires, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En dehors de Vador, Boba et les Leaders Showcase, tout le reste du jeu est très accessible, effectivement, comme le dit Kawa. Donc vous pouvez très bien tester le jeu sans jouer un deck Boba Vador. Et notamment, voilà, Leia Agro, c'est une bonne option. Amiral Tron, ça avait l'air de bien marcher. On a Sabine Agro qui est très cool. Palpatine Control, je ne sais pas si c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça fort contre moi, contre Boba spécifiquement, mais ça tombe assez rarement dans les tops de tournoi, Coria, donc j'ai pas trop d'infos. Puis Palpatine Control, ça risque quand même de devoir jouer des Dark Vador et d'être un peu chéros, quoi. Le Boba légendaire en normal de mémoire, c'est 40 € unité. Ouais, mais tu vois, ça c'est encore un peu cher pour juste tester le jeu. Tu vois, il y a des gens qui sont compétitifs, qui veulent tester en compétitif, mais pas forcément mettre 400 balles dans un deck Boba Fett. Tester Sabine, c'est grave cool, quoi. C'est top de pouvoir jouer avec un petit budget. Voilà, moi j'insiste sur le fait qu'il est tout à fait possible de jouer avec un petit budget. On n'a pas du tout besoin de récupérer des showcases ou autres. Ça, c'est pour la partie collection. C'est pour ceux qui ont le budget ou qui ont envie justement de dédier ce budget à ça. Pour jouer, on n'en a pas besoin. T'as une autre showcase, je crois. Non, ouais, mais je l'ai revendu. Évidemment, tu te doutes bien, Gregi, que pour pouvoir acheter ce type de carte-là, j'ai revendu beaucoup de cartes de mes ouvertures, notamment ma showcase IG88 que j'avais ouvert. J'ai ouvert aussi toutes les légendaires. J'ai revendu aussi toutes les légendaires que je jouais pas, ce qui m'a permis de financer mon Boba Fett. Moi, je suis chaud pour mettre jusqu'à 200 balles dans un deck, en gros, mais idéalement, j'aimerais pouvoir faire 2 decks pour faire tester les poteaux. Eh ben, écoute, je pense que 200 balles, tu peux largement jouer Sabine et Leia, par exemple, ou Sabine et... Iden Versio, c'est plus compliqué parce que ça va jouer Dark Vador. En fait, tu peux jouer tous les decks qui jouent ni Vador ni Boba. Mais vraiment, pour 200 balles, tu as tous les decks qui jouent ni l'un ni l'autre. Bah, j'en ai parlé, le meilleur moment pour le pouvoir de ma base dans les parties. J'ai 2 spots vraiment préférentiels, je trouve. Et un troisième qui m'a été offert sur un plateau par Kawa dans le chat, mais que j'ai pas eu l'occasion ou que j'ai pas pensé à faire
dans mes games. Je vais vous les présenter et ça clôturera définitivement cette vidéo. Premier spot, celui que j'ai plus fait et mes adversaires étaient un peu étonnés alors que ça me paraît assez logique. Tu donnes embuscade au tour 3 à ton technicien du supra-laser. Tu pètes l'unité de ton adversaire, tu récupères directement une ressource qui en plus elle arrive dégagée et ça te permet surtout dès ton tour 4 de pouvoir libérer ton Boba Fett. Et ça, moi, je trouve ça vraiment bien. Genre, tour 2, tu prends l'initiative. Tour 3, tu fais technicien, je trade ton unité et j'ai une ressource. Tour 4, tu as l'initiative avec Boba, du coup, qui peut se déployer parce que tu as une 5e ressource que tu poseras de ta main. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Autre chose que j'ai fait énormément, c'est... On est au tour 5 ou au tour 4, en fonction de si j'ai 5 unités ou pas. Je développe mon Boba. C'est autour de l'adversaire. Il a n'importe quelle unité sur le champ de bataille. Je fais OK, effet laboratoire, je dépense 5 mana, je fais un bataillon inébranlable. Il a débordement, il est 5-5. En attaque, s'il a plus de enfin il a plus de si je contrôle une unité leader. Et il se trouve que comme je lui donne embuscade, il va directement attaquer. Donc il va attaquer directement, se donner plus de à lui-même. Donc il est 7-7, va trade n'importe quelle unité qui a 7 de défense. Je pense notamment à Luke ou à Dark Vador. Mais surtout, il peut trade aussi une petite unité. Et comme il a le débordement qui est le piétinement, il va infliger 4 ou 5 dégâts à la base adverse. Donc ça, c'est vraiment très fort. Je déploie Boba Fett, effet laboratoire, je paye 5 mana, bâtillon 7-7 qui trade une unité qui met 4 dégâts sur ta base. C'était aussi ce que j'ai fait de plus fort lors du tournoi. Et enfin, autre petite subtilité que cette fois-ci Kawa m'a transmis dans le chat. Effet laboratoire sur Fire Spray. Fire Spray, du coup, embuscade, je vais taper une unité. Quand il arrive en jeu, une fois joué, il est redressé. Tu peux ensuite attaquer la base de ton adversaire. Carte qui attaque 2 fois en synergie avec laboratoire. Donc cette carte-là, s'il y a un problème de déséquilibre dans le jeu, c'est le laboratoire. Mais comme ce laboratoire-là, tous les decks peuvent le jouer, bah du coup on n'a pas un problème d'équilibre puisque tous les decks le jouent. On a un problème de diversité de base, pas de diversité de decks, parce que tous les decks avec des stratégies différentes le jouent. Par contre, tout le monde joue ce laboratoire. Et c'est normal. Est-ce que ça sera corrigé à l'avenir? Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils aient encore beaucoup de recul compétitif là-dessus, quoi. Voilà, il y a probablement plein d'autres subtilités à faire avec Boba, notamment avec le fait de détaper vos ressources. J'ai pas encore les subtilités, encore une fois, moi j'ai fait mon premier tournoi, j'ai fait 3 games. J'ai trouvé le jeu vraiment délicieux, mais je pense qu'il y a énormément d'autres choses à faire. Je vais faire une petite conclusion pour YouTube et on se retrouve tous ensemble pour la suite de cette matinale par contre. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo débrief de mon premier tournoi, ma première expérience avec Star Wars Unlimited. Si vous voulez plus de contenu Star Wars, dites-le dans les commentaires, dites-le pour voir si moi je continue à vous proposer du contenu compétitif, des débriefs de tournois, peut-être même une initiation aux règles du jeu. Je peux peut-être faire une vidéo pour vous présenter les règles si ça vous intéresse. Donc voilà, il faut partager dans l'espace commentaire pour me le dire. Le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne évidemment, on est bientôt aux 10 000 abonnés, merci à tous, c'est incroyable d'avoir 10 000 abonnés sur une chaîne multi-TCG, c'est génial. Et voilà, prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.